Les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Autre débat cet été, malheureusement comme d'été en été, il revient sur le devant de la scène. Qui va payer la facture des catastrophes naturelles qui semblent s'aggraver avec le réchauffement climatique? On va faire le point sur ce dossier avec deux éléments. On va voir la façon dont les assureurs, la façon dont ils sont confrontés à ce dossier, les causes évidemment de ces catastrophes. Et puis on va évoquer avec le maire de Talence, la ville près de Bordeaux qui a dû se réassurer elle-même parce que c'est trop cher, les primes d'assurance sont devenues trop chères. On va en parler avec lui dans un instant. Mais pour l'instant, en tout cas, tornades, inondations, vous voyez les feux de forêt en ce moment gravissimes à nouveau aux États-Unis. Eh bien, depuis 6 mois, dans le monde entier, les assureurs et les réassureurs ont dû payer des centaines de milliards d'indemnisations, de dollars ou d'euros comme on voudra. En tout cas, les primes d'assurance vont sans doute augmenter pour les entreprises, pour les particuliers, pour les collectivités. Et je vous le disais, certaines collectivités ne peuvent plus s'assurer, c'est trop cher pour elles. On commence par les faits, Jules Boscherini, avec vous. Les chiffres, combien les assureurs ont-ils payé? On est déjà à 111 milliards d'euros de dégâts causés par les catastrophes naturelles dans le monde à la fin juin, d'après le réassureur allemand Munich Re. Quelles conséquences pour les plus grands assureurs mondiaux, me direz-vous? Le français AXA, l'allemand Allianz et l'américain State Farm viennent de communiquer officiellement la facture. La voilà, elle s'élève à 54 milliards d'euros à travers le monde. C'est 2 milliards de plus que l'an passé. Oui, donc ce sont des chiffres assez considérables, puisque ces remboursements, ces indemnisations pour les assureurs sont de l'ordre d'à peu près 50%, 1 euro sur 2 de dégâts. Pourquoi ces chiffres sont si élevés? Alors, quelques exemples pour l'année 2024. Le séisme du Nouvel An au Japon qui a coûté 9 milliards d'euros. Bon, alors ça, c'est un tremblement de terre. Bon, ça, c'est pas le réchauffement climatique, ça, c'est sûr. Il y a aussi les inondations aux Émirats Arabes Unis et au Brésil, 14 milliards d'euros à eux deux. Les crues en Europe ont engendré également plus de 4 milliards d'euros de dégâts. La France est l'un des pays les plus touchés. Oui, c'est le Nord en particulier, on l'a vu à plusieurs reprises. Il y a les États-Unis également qui ne sont pas épargnés. Il y a eu cette année une série de tornades et d'orages de grêle. Chaque épisode va coûter aux assurances environ 4 milliards d'euros. Alors, la question, c'est peut-on s'attendre, doit-on s'attendre à une augmentation des primes pour les collectivités, bien sûr, mais aussi pour nous, les particuliers? C'est pas encore tout à fait officiel et nous n'avons pas encore les chiffres, mais on pourrait s'y attendre. AXA va d'ailleurs communiquer dans les prochaines heures sur ce sujet, mais les clients à travers le monde et les Français peuvent s'attendre à devoir payer plus cher pour s'assurer. Alors, on s'est tourné vers France Assureurs, le syndicat des assureurs, mais ils n'ont pas souhaité nous répondre avant la rentrée. Ils sont très prudents sur le sujet. Alors, je vous le disais, ces catastrophes naturelles, merci Jules Boscherini, coûtent aux assureurs très cher, mais les assureurs, c'est l'assurance, c'est la mutualisation des risques. C'est chacun d'entre nous à travers sa cotisation, parce qu'il n'est pas touché, permet d'indemniser à un moment donné celle ou celui qui est touché. Très bien, mais les assureurs, il faut bien qu'ils trouvent à un moment donné le moyen de financer l'indemnisation. Et ça renchérit évidemment les primes et ça pose un problème aux collectivités territoriales, les villes, les départements qui ont aujourd'hui du mal à s'assurer parce que les primes sont à des prix déraisonnables. Bonjour Emmanuel Salaberry. Bonjour à vous. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté d'être en direct sur Sud Radio. Vous êtes le maire de Talence, en Gironde, pas très loin de Bordeaux. Vous êtes membre de l'association des maires de France et vous êtes un spécialiste de ces dossiers. Quelle est la situation à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui? Vous êtes réassuré ou assuré vous-même? Expliquez-nous cette étonnante situation. Exactement. En fait, depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi, depuis le début de l'année 2023, il faut savoir grosso modo qu'une collectivité sur 5, une mairie sur 5, a vu son contrat résilié unilatéralement par les assureurs. 5 Une sur 5, exactement. C'est considérable. C'est la raison pour laquelle mon collègue Alain Chrétien, qui est maire de Vesoul, a été chargé à l'époque par la ministre de remettre un rapport qui donc est là imminent à sortir et qui en fait fait état de primes qui sont devenues complètement déraisonnables. Pour parler de ma commune, où on a des augmentations de l'ordre de 150%, c'est-à-dire quasiment une multiplication par 3 des primes. Et donc le recours que l'on a pour certains, et ça va être notre cas, sur l'auto-assurance, c'est-à-dire pour les plus petits sinistres, se dire que on va essayer de ne pas avoir de sinistre parce que c'est devenu tellement cher qu'on peut plus s'offrir le luxe de pouvoir s'assurer, voire même parfois on ne trouve même plus d'assureur capable de répondre à notre besoin. Mais on a l'impression, monsieur le maire, quand on vous entend, que c'est à peu près la même façon de gérer un dossier aussi considérable que celui des conducteurs un peu fous qui sont mal notés par les assureurs et que les assureurs refusent de réassurer. Le monde de l'assurance se comporte à l'égard des collectivités locales
de la même façon. Ah ben non, on vous refuse de vous assurer parce que vous avez trop de risques. Alors c'était l'objectif de ce rapport. Il faut absolument refaire un peu du dialogue entre le monde des assurances et nous. On ne pèse les communes que 1% dans le marché global des assurances qui est estimé entre 150 et 200 milliards d'euros. Donc il faut aussi savoir raison garder. La problématique que l'on a, c'est que les maires, il faut qu'on assure nos biens, mais aussi on est également employeur. C'est-à-dire que on emploie des fonctionnaires et donc c'est là où on a une difficulté parce que là l'auto-assurance, elle n'est pas possible. C'est toute la raison d'être de ce rapport. Est-ce que nous les pistes là seront remises prochainement, mais l'idée c'est de pouvoir créer, pourquoi pas, de nouveaux dispositifs de solidarité. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'assurance ça fonctionne par la mutualisation du risque pour permettre en fait de mettre les collectivités un peu tout le monde autour de la table et de pouvoir faire jouer des dispositifs de solidarité comme celui qui existe pour les catastrophes naturelles, oui, pour qu'on puisse s'assurer parce qu'en fait donc un fonds public d'assurance en quelque sorte. Mais donc là le privé n'assurerait plus. Expliquez-nous le type de risque que vous assurez quand vous êtes le maire d'une commune comme Talence. Combien d'habitants à Talence et quelles sont les menaces sur la ville? Qu'est-ce que vous assurez? Qui peut être le même peut-être que dans le Jura, dans le Var, peut-être, ou dans le nord de la France? Alors chacune des villes effectivement est différente. Moi par exemple je suis une ville qui a connu par exemple les dégâts. L'année dernière faut se souvenir également qu'on a eu des émeutes urbaines sur lesquelles on avait demandé la création d'un fonds particulier, mais on n'a pas eu malheureusement de réponse positive. Pour répondre à votre question, on a ce qu'on appelle le dommage aux biens, c'est-à-dire voilà là où on est assuré pour tout ce qui est tempête de grêle, les neiges, les catastrophes naturelles. C'est celle-là par exemple. Sur vos bâtiments municipaux par exemple. Exactement. Voilà. Par exemple pour une ville comme Talence, cette année on nous a fait une proposition, on était à 48 000 € par an, hors taxe, et on passe à 100 000 € de prime annuelle. Donc c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire... Ah oui, ça vous doublez là. On a doublé, exactement. On a également ce qu'on appelle la responsabilité civile, c'est-à-dire c'est là où on assure notamment les dommages aux tiers, ce qui se passe aussi sur nos fonctionnaires. Et là, on a, dans certains cas, exactement le problème, c'est qu'on n'a même plus la possibilité d'assurer ça. Et ça, évidemment, ce n'est pas possible. Je vais vous donner un exemple. Si demain, il se passe quelque chose dans une crèche avec une blessure d'un enfant, où on doit pouvoir couvrir les frais d'hospitalisation, c'est là où aussi on alerte depuis d'un an et demi. On a beaucoup de villes aujourd'hui qui c'est même pas une question de ne pouvoir payer, c'est une question, le fait de pouvoir trouver un assureur. Un assureur. La problématique que l'on a, nous sur les communes, c'est qu'on a quasiment plus d'interlocuteurs. Mais est-ce que le code des marchés publics fait fuir aussi? Est-ce que c'est pas à Bercy à la fois d'alléger le code des marchés publics pour que les exigences faites à ceux qui le signeront, les privés, les assureurs qui pourraient accepter de vous assurer, leurs règles, peut-être leurs exigences soient un peu allégées pour qu'ils acceptent de revenir dans le jeu. Mais est-ce que c'est pas aussi à Bercy d'obliger les assureurs à vous assurer? Alors, je pense que l'allègement du code de la commande publique est valable pour beaucoup de choses et on pourrait faire plusieurs milliards d'économies. Et des heures de discussion là-dessus, bien sûr. Ça, aucun problème. Mais le code de là où vous avez raison, c'est à Bercy de prendre les responsabilités. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et pour beaucoup de choses, on est très inquiet de ne plus avoir d'interlocuteurs au niveau de l'exécutif. Aujourd'hui, on a effectivement, d'abord, l'État doit prendre ses responsabilités sur l'assurance des grandes catastrophes. Quand je vous ai parlé tout à l'heure des émeutes urbaines, quand il arrive des choses, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Et effectivement, c'est tout le sens de la mission qui a été confiée à Alain Chrétien, c'est le fait de pouvoir mettre en place des dispositifs immédiats, parce que là on va pas pouvoir attendre plusieurs années, pour pouvoir nous permettre effectivement de nous réassurer ou nous assurer dans des conditions dignes, parce que évidemment quand on triple les montants des primes, vous vous doutez bien que ce sont chacune et chacun des citoyens qui doivent payer. Donc effectivement on a besoin de ce soutien-là, c'est tout le sens de la mission et on espère avoir des réponses concrètes dès la rentrée 2024. Encore un sujet dont on n'a pas fini de parler ici, notamment sur Sud Radio. Merci beaucoup de cet éclairage, monsieur le maire de Talence en Gironde, Emmanuel Salaberry, sur cette question de la capacité des collectivités, des villes, des départements à s'assurer, alors même qu'aujourd'hui ils ne trouvent plus d'assureurs. Merci à vous et à bientôt pour revenir sur ce sujet, bien sûr, des conséquences sur nos primes d'assurance des catastrophes naturelles. Merci monsieur le maire. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors, on va parler maintenant d'un autre débat qui est lancé aujourd'hui par la publication des chiffres à la fois du ministère et des notaires. C'est la mauvaise santé de l'immobilier. Car en un an, entre juin-juillet 2023 et 2024, eh bien, le nombre de permis de construire en France a chuté, tenez-vous bien, d'à peu près
15%, un petit peu plus de 15%. En fait, c'est considérable. Le chiffre le plus bas, c'est le chiffre le plus bas depuis 2015. Et cette chute la plus marquante, eh bien, c'est celle des maisons ou des permis de construire, des demandes de permis de construire de maisons individuelles mises en chantier. Nous sommes avec maître Xavier Lièvre. Bonjour maître. Bonjour. Vous êtes notaire et un des porte-parole du Conseil supérieur du notariat. Vous venez de publier des chiffres au même moment que le ministère de l'Industrie est chargé des questions liées à l'immobilier et au bâtiment, qui sont à peu près les mêmes. Évidemment, vous faites à peu près le même constat. Quel est ce choc aujourd'hui que vit le monde de l'immobilier ? Si vous voulez, le marché de l'immobilier est en berne sur tous les types de marchés. Vous avez le marché du logement ancien, vous avez le marché du logement neuf, vous avez le marché de l'immobilier d'entreprise et commercial. Et en fait, tous ces marchés ont été complètement chamboulés par la hausse massive des taux qui n'a pas laissé de possibilité de gérer des transitions. Ouais. Donc, les paramètres, si vous voulez, mathématiques, ne serait-ce que ça, de la fixation des prix, sont complètement chamboulés et plus rien ne fonctionne. Et donc c'est lié vraiment à la hausse des taux par la BCE, ce qui était provoqué pour baisser l'inflation, mais la conséquence, c'est que dans l'immobilier, ça a tellement renchéri les crédits que finalement les gens n'ont plus les moyens, ou les promoteurs n'ont plus la capacité de vendre aux particuliers leurs appartements. Ce qui a été aberrant, c'est ce qui s'est passé avant finalement, c'est-à-dire qu'on a eu des taux bas quasiment nuls, voire négatifs, pendant une période extrêmement longue, ce qui est totalement anormal. Relisez tout ce qui a pu être écrit lorsque les taux sont passés en négatif au niveau des banques centrales à partir de 2008. Ça a créé une aberration. Donc effectivement, tous les marchés liés fortement capitalisés, donc l'immobilier et tout ce qui est investissement en entreprise, ont vu les prix exploser parce qu'il y a eu énormément de liquidités sur le marché. Sans que personne ne s'en rende trop compte du point de vue politique parce que ça n'a pas eu d'impact immédiat sur l'inflation. Et maintenant que ça a eu un impact sur l'inflation, on corrige avec les taux. Et donc tous ces marchés fortement capitalisés voient leur prix complètement décalé par rapport à la capacité de la solvabilité, ce qu'on appelle ça la solvabilité de la demande. Ouais, donc les acquéreurs ne peuvent plus payer des prix qui sont sur le marché aujourd'hui. D'où la baisse des volumes. Et alors vous nous disiez, maître Lièvre, que le choc est à la fois dans le monde des promoteurs immobiliers, mais c'est aussi un choc dans le monde du logement individuel, des maisons individuelles. Il y a beaucoup d'entreprises qui construisent ces maisons individuelles qui ont déposé le bilan. Donc vous nous avez évoqué la cause de cet effondrement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire selon vous pour essayer quelles mesures d'urgence faudrait-il prendre pour revenir au moins à une moyenne à peu près normale de la mise en chantier de logements collectifs ou de maisons? J'avoue que j'ai du mal à définir moi-même les mesures d'urgence. Les notaires, comme beaucoup de professionnels, ont fait tout un tas de propositions pour relancer la construction, simplifier les normes, resolvabiliser la demande. Mais voilà, en fait, ce qui est compliqué, c'est que sur le marché ancien, quand les logements existent déjà, la solvabilisation de la demande, donc la capacité pour la demande de pouvoir payer les prix, elle peut se régler ne serait-ce que par la baisse des prix. Donc les prix ont commencé à baisser de manière assez significative. Donc ça donne un espoir, ça. D'abord la baisse des prix. Voilà. Alors ça veut dire qu'il faut que les vendeurs acceptent de baisser leurs prix, ce qui n'est pas toujours facile. Et ils n'ont pas forcément toujours les moyens de baisser leurs prix non plus, donc c'est très compliqué pour tout le monde. Oui, il y a les coûts. En tout cas, la baisse des prix va permettre aux acheteurs de retrouver un peu de solvabilité. Ça se conjugue avec les banques qui reprêtent avec des taux qui n'augmentent plus à défaut de baisser significativement. Donc on va dire que les taux sont aujourd'hui à peu près stabilisés. Ouais. Donc ça recrée de l'espoir sur le stock existant. Sur ce qui n'existe pas, c'est-à-dire la production neuve, là c'est très compliqué parce qu'on peut pas ajuster avec les prix. Oui. Parce que vous pouvez pas baisser vos prix quand vous avez beaucoup de constructions qui sont de plus en plus chères avec l'inflation, quand vous avez le prix du terrain qui peut pas tellement baisser parce qu'en fait il représente pas toujours une part suffisante pour avoir un impact sur la baisse des prix finaux post-construction. Donc en fait aujourd'hui les promoteurs sont dans une situation où tout est bloqué, ils n'ont plus de bilan d'opération qui leur permettent de produire des logements à des prix abordables et donc voilà, comme le cycle de production neuve est assez lent, vous savez que un permis de construire plus un chantier ça dure entre 2 et 4 ans, forcément il va y avoir ça redémarrera pas du jour au lendemain. Ouais, c'est ça. Énorme.
Et alors vous nous aviez dit aussi que la dissolution a créé une incertitude politique qui est pas bonne parce que les investisseurs hésitent à pousser au redémarrage du secteur de l'immobilier en investissant dans ce secteur. En tout cas, il y a un léger mieux, vous nous dites au moins, avec 2 signaux qui sont la baisse des prix et une meilleure ou une stabilisation de l'accessibilité aux prêts. Merci infiniment Maître Lièvre d'avoir accepté, je rappelle que vous êtes notaire et un des porte-parole du Conseil supérieur du notariat, de nous avoir éclairé ce matin sur cette situation dans l'immobilier et ces chiffres qui viennent d'être publiés. À tout de suite pour la suite des débats de l'été avec nos 4 débatteurs et là, ce sera Mettez-vous d'accord tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai.